des choses qui n'intéressent peut-être que nous, spécial confinement. Vous avez sûrement, vous venez sûrement de voir le meilleur coq blocking de Ducharme de l'histoire du podcast. On est accompagné cette semaine de Louis-Philippe Savoie, en plus de vos fidèles animateurs réguliers. Ça va bien, les gars? Oui, ça Oui, va. Ça va pas très pire. bien. J'ai vraiment aimé le ta gueule du charme. En fait, je sais pas si ça a enregistré, je pense que oui, mais il est en train de parler, puis Mathieu a juste décidé de partir la chanson d'intro. Non, je pense qu'on a pogné la fin, oui. Ouais, Oh, ouais. ouais. C'est pour ça que j'en parle. Mhm. Et puis, les gars, Une autre semaine de confinement, mais on est rendu à quoi, jour 32 aujourd'hui, depuis que le confinement... non, Ben, non on parce était- que moi, j'ai arrêté. Les bars ont été fermés le 15 avril, puis on a été les premiers à se faire fermer. Ah, Le 15 mars, fait que c'est ferait peut-être, un là, mois mais pour moi, les bars demain. Fait que j'imagine Moi, que vous autres, il vous reste encore une couple de jours avant que ça fasse un mois. Moi, j'ai arrêté Moi, le 13. j'étais à Voyons. 28 jours vendredi, moi. OK, Moi, fait que c'était quelque finalement, chose vous comme avez le tout 13, arrêté peut-être avant même les un peu bars. avant. Oh, t'as tout compris. Moi, c'est le 11. J'étais un peu Voyons. enrhumé. Je restais chez nous. Pour Ouais, t'écœurer, ben- mais les bars sont arrivés dans les derniers. Ouais. Ben moi, le 12, le jeudi 12, j'étais en conseil d'administration toute la journée, puis je recevais des messages le gouvernement est en train de faire des annonces, ça commençait à dire qu'on arrêtait En tout. fait, c'est ça, c'est peut-être que vous étiez fermé, mais que le gouvernement n'avait pas encore exigé la fermeture de vos... Exact. Moi, le 13, c'était préventif. En fait, moi, à mon bureau, c'était plus le lundi suivant, le 16, que là, ça a vraiment été mis en place officiellement. Là. Mais moi, j'étais déjà parti avec mes trucs. Le 12 au soir, j'ai fait OK, ça s'en vient, fait que je vais tout ramasser mes affaires. Ceci étant dit, 4 semaines, 3 semaines pour certains de Ouais. confinement, minimalement, on en a à peu près pour un autre mois, quoique là, présentement, les gens Sûrement semblent plus. vouloir se battre pour réouvrir le plus vite possible ou quoi que ce soit. Là. Il y a eu une petite panique éclair qui est partie la semaine dernière à cause que notre charmant premier ministre a dit qu'il pensait réouvrir. Il savait plus trop. Les écoles, Peut-être avant, c'est ça, les écoles, peut-être avant avant le la 4 fin mai. Ce qui, c'est ça, là, ça crée des émois chez certains. Bon, minimalement, les gars, vous, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant? Qu'est-ce que vous avez envie de jaser? Commençons par notre invité, Louis-Philippe. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Pourquoi tu es ici? Ben, moi, cette semaine, j'étais sur Astral Chain sur Switch. Ah, c'est bon, que ça je me a suis l'air bon. acheté récemment. C'est vraiment bon, là. Ah C'est ouais? un jeu d'action de Platinum. Je suis rendu un peu plus au milieu du jeu. Puis là, les critiques de Final Fantasy VII Remake sont sorties. Puis là, je me suis dit, là, ma fin de semaine qui s'en vient. Fait que, depuis vendredi, je suis là-dessus. Donc, c'est de ça que je vais vous parler plus tard, là. Sinon, dans les autres choses que j'ai faites, moi, je suis en C'est de ça que tu nous télétravail parles depuis un plus mois. tard? Oui, Le Final Final Fantasy VII Remake, là. Ah mon Dieu, je pensais que tu parlais d'Astral Chain, j'étais comme, mon Non. Dieu, j'ai raté une coupe de mémos, moi, là. Surprise! Mais Non, non, Astral Astral Chain, Chain, quand c'est très bon. Ouais, quand que les previews étaient sortis pour le E3, c'était un des deux jeux qui a rasé me convaincre de m'acheter une Switch. Tellement qu'il avait l'air bon. L'autre étant Daemon X Machina, qui est un jeu de mech. Puis apparemment, le produit final était moins réussi que ce que les previews avaient de l'air. Mais oui, ça a l'air d'être un très bon jeu. Ouais, le système de combat est super le fun. C'est Original très aussi. réussi. Oui, totalement. Pas le C'est genre d'affaire qu'on a Platinum vu qui le 20 fait. fois, là. Ils ont quand même une bonne réputation en général dans ce style de jeu-là. Puis c'est assez réussi jusqu'à date, là. Mhm. Parfait, ça. Mathieu? Mhm. Moi, suivant la chronique de la semaine passée de notre invité Anthony Blond, j'ai écouté la série Tiger King sur Netflix. J'ai Ouais. bien aimé ça. C'était Aussi mon bien. gars, c'est ce qu'Anthony disait. Ah oui, et puis même plus, là. Non, c'est vraiment... tu sais, c'est les bons documentaires Netflix qui t'accrochent puis tu as le goût d'écouter tous les épisodes d'un coup, là. Je l'ai genre écouté en 2 soirées. Mais non, c'est fucked up puis ça vaut la peine d'être regardé, surtout si vous n'avez rien à faire puis vous êtes de toute façon sur Netflix, là. Moi, j'avais pas accroché au début. Souvent, l'algorithme de Netflix, je trouve qu'il me push des affaires que je m'en crisse, là. Fait que j'ignore un peu ce qu'il m'envoie. Mais non, je suis content d'avoir écouté ça. Sinon, j'ai écouté 2 films aussi récemment. J'ai écouté Jay and Silent Bob Reboot.
qui est disponible sur Amazon Prime, je pense. Il me semble que c'est là-dessus que j'ai écouté. Ouais. Puis, ben, c'est un bon Kevin Smith. Là. C'est un film que tu as déjà vu parce que c'est vraiment un reboot, là, mais ça reste le fun, puis c'est drôle. Puis, quand tu embarques dans ce monde-là, c'est quand même intéressant. Puis j'ai vu aussi le film Action Point, qui est le film qui a été fait par Johnny Knoxville sur un parc d'attractions des années 70 en Californie. C'est pas un bon film, mais c'est de la bonne humour physique. Tu sais, de l'humour de Jackass. Là. Fait que c'est à Mike Ward qu'ils écoutent, hein, je pense qu'ils en ont parlé. Avec les je me souviens pas, ça se peut? Ah ouais? Je pense que c'est fin mars qu'ils ont fait comme un bout avec les Picbois en confinement. Puis ils se sont mis à parler de ce film-là. Je pense que c'est pour ça que tu avais écouté ça. Non, je suis vraiment tombé là-dessus par hasard. Puis j'ai écouté ça. C'est pas un bon film, là, mais les jokes de Jackass dans le film sont quand même intéressantes. Là. J'ai quand même grandi en voyant toutes ces. J'ai jamais écouté l'émission de Jackass à la base, mais j'ai vu tous les films qui étaient sortis à l'époque. Puis c'est quand même divertissant. Là. C'est un humour assez spécifique, mais c'était divertissant. J'avais vu une entrevue avec Johnny Knoxville qui disait que c'est un des films sur lequel il s'est le plus blessé. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait oh pas. Shit. Mais c'est qu'en plus, dans le film. Non, mais comparativement au Jackass, qui s'est quand même gravement blessé à plusieurs reprises, mais je moins pensais blessé. Que tu parlais des Jackass en général. Non. C'est justement ça qui était intéressant, c'est qu'il disait ce film-là, que tu penses qu'il est plus contrôlé puis que les cascades sont un peu mieux structurées, entre guillemets, c'était le film sur lequel il s'était plus blessé que sur les Jackass. C'est parce que dans un film classique de Jackass, il y a tout le temps il y a des cascades vraiment intenses que tu te dis ils se sont pété la gueule, c'est sûr. Il y a des cascades moyennes que c'est juste correct. Puis après ça, il y a comme des sketchs un peu drôles qui n'ont pas vraiment de cascades, mais c'est juste drôle. Puis dans ce film-là, c'est pas mal juste des grosses cascades qui n'ont pas rapport, puis des trucs un peu drôles. C'est bien soft. Là. Le film est comme narré par un Johnny Knoxville qui est déguisé en vieux parce qu'il aime tout le temps ça se déguiser en vieux. Là. Fait que c'est juste lui vraiment vieux qui raconte à sa petite fille à l'époque où il y avait ça. Puis après ça, c'est ça. Ces cascades ont comme pas rapport. Là. À chaque fois que sont tout le temps faites un peu de manière inattendue. Là. Fait que c'est vraiment, il n'y a rien qui se passe, puis le paf, il se fait péter la gueule par quelque chose qui a explosé dans son parc d'attractions. Fait que c'est ça. Si t'as le goût d'avoir ça comme humour, moi j'ai trouvé ça bien divertissant, mais c'est pas un bon film, pas du tout. Là. Si tu regardes la structure du film puis l'histoire, ça n'a comme pas rapport, mais c'est ça. D'ailleurs, il disait justement, à cause de cette discussion sur ce film-là, il disait à Mike Ward s'ils écoutent qu'il est supposé avoir un Jackass 4 cette année ou l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, ça a l'air qu'ils refont un film. Eh bien. Je serais de ceux qui vont avoir le goût de le regarder, peut-être pas au cinéma, mais. Ça va faire bizarre de voir un Jackass sans Ryan Dunn. Ouais. Ouais, j'avoue. Puis avec tout le monde qui sera du vieux, là. Ben, je sais pas si tu as vu une entrevue dernièrement, mettons, avec Steve-O, mais c'est lourd. Bam était rendu comme super obèse, là. Ouais, mais Bam a toujours en dépression à cause de la mort de Ryan Dunn, là, me semble. Là. Mais pas rien que ça, c'est que Bam Margera, à un moment donné, il a comme coming out qu'il y avait des problèmes alimentaires, c'est-à-dire de boulimie. Okay. Fait que, quand tu regardes sa famille, il n'était pas fait pour être petit comme qu'il était. Non, effectivement. Tu regardes la génétique de son père et son oncle. C'est ça. Ouais. Il y avait comme une tendance lourde, là, si on peut me permettre l'expression. Ça fait le tour, Mathieu? Ouais, c'est ça. J'ai surtout écouté des affaires cette semaine. C'est un peu ça là-dessus qu'on pense. Moi, j'ai mis un petit 68 heures bien tapé dans Final Fantasy XIV cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de contenu qui avait été sorti que j'avais pas fait. Donc, c'est jouer à un MMO de façon classique. J'en ai pas parlé déjà au podcast ad nauseam 20 fois. Fait que je vais peut-être. J'en ai t'en rejoindre. Ben, ils ont. Oui. J'adore que je joue à ce jeu-là parce que Dave, il y a 3 ans, a dit je joue à ça. Ça serait le fun de jouer ensemble. Puis l'instant que j'ai dit cette phrase-là, Dave n'a plus jamais retouché au jeu. J'ai mis, écoute, présentement, j'ai mis 3224 heures dans ce jeu-là depuis le temps qu'on a eu. Moi, je te l'avais dit, c'est juste que
quand j'ai joué, je pense que j'ai mis quelque chose comme 40 heures en très peu de temps. Puis je me suis dit, mon Dieu, que je pourrais finir les jeux dans ma liste que j'ai acheté puis que j'ai jamais touché au lieu de passer du temps à juste mettre des heures sur le même jeu. J'ai vu qu'il faisait une promotion de 8 jours de temps gratuit prochainement. Fait que Mais tu sais, on s'entend que je dois être celui parmi nous qui va recommencer à travailler le plus tard. Fait qu'il y a quand même des grosses chances que je vienne te rejoindre éventuellement. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se produire avec ce retour à la normale pour plusieurs et pour certains. Surtout pour les gens dans le domaine du service, là, dans le domaine de contact avec la clientèle, ça va être quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, juste moi, mettons qu'il faut qu'ils voyagent Québec-Montréal 2 fois semaine. Je vais t'avouer que je ne sais pas quand est-ce qu'Orléans Express vont reprendre leurs opérations. Ça va être, ils les ont arrêtés. Je crois qu'il y a un bout quand même. En tout cas, ça va être. On est dans un terrain particulièrement non exploré. Fait que j'ai joué à ça, ce qui veut dire en passant que ma grande promesse de finalement finir XCOM n'a pas eu lieu et que j'ai remis ça sur stand-by pour une semaine. Je me fais tout le temps pogner par la même manière, c'est-à-dire que je fais l'entièreté du contenu du pack d'expansion, puis j'arrive à un moment donné où est-ce que j'ai 100% des accomplissements scientifiques du jeu, et qu'il faudrait que j'avance l'histoire normale du jeu. Puis que je fais fuck it. Ça te tente pas de comme partir à la course aux achievements? J'ai quand même pas mal de. Il m'en manque pas gros là, sur je sais pas, j'ai pas checké. Hein. Il me manque celui de Iron Man, puis je ne vais jamais l'avoir parce que je vais jamais essayer de faire une game Iron Man. À n'importe quel jeu, ben franchement, parce qu'il n'y a rien qui me mettrait plus bleu que de mal cliquer sur quelque chose, puis là, ta game est chiée. Puis XCOM, j'ai un problème qui est, je suis gaucher, ce qui fait que de temps en temps, quand je suis avec ma souris, je la cogne contre mon clavier. Et donc, le bouton droit clique malencontreusement. Or, c'est le bouton pour faire déplacer tes bonhommes dans XCOM. Ce qui fait que ça m'arrive quand même trop souvent que j'ai un dude en plein milieu du terrain, en aucun cas caché, qui mange à peu près toutes les balles qui se promènent sur le champ de bataille et qui explose dans une orgie de sang. Donc, c'est pas quelque chose que j'essaierais d'avoir l'achievement Iron Man, justement. Donc, je ne peux pas sauvegarder. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour moi, ça va faire le tour. Je pense qu'on peut tout de suite demander à Louis-Philippe de. Ah oui, Dave. On pourrait aussi demander à Dave de faire ça. Écoute, gêne-toi pas, Alex. Je pourrais être pas une dompe puis demander à Dave qu'est-ce qu'il a fait de cette semaine. Moi, j'ai été porter mon ordinateur à une compagnie de techniciens informatiques parce que je pense que j'en avais glissé. Ah non, j'en avais pas glissé parce que c'était pas encore arrivé, mais j'ai reçu un nouveau CPU. Puis il n'y a rien qui fonctionne. J'ai fait fuck off. Finalement, j'ai trouvé un commerce de technicien informatique proche de chez nous. Que c'est juste extrêmement long parce que genre il pogne mon ordi, il laisse comme en quarantaine pendant 2-3 jours pour après se mettre à fouiller. Après ça, je pense qu'ils le remettent whatever, là. Je sais juste que je vais l'avoir au courant de la semaine éventuellement. Puis qui me disait que eux autres, ils ont des CPU de la même marque que j'ai acheté. Fait que ils vont checker si c'est pas mon CPU que j'ai acheté sur Amazon qui est pas de la dompe. Puis si c'est le cas, ben je me ferai rembourser. Puis eux autres, ils peuvent me vendre un autre CPU. Puis sinon, en tout cas. Fait que j'ai fait tout ça. C'était beau parce que, comme vous le savez, j'ai pas de char. Fait que j'ai traîné un ordinateur à grande pluie, emmitouflé dans je sais pas combien de serviettes, dans un genre de gros sac Ikea, dans plein de sacs. Genre, il y avait il y avait pas de pluie battante, là, j'exagère, là, il mouillassait, là. Mais j'ai comme fallu que je marche 15 minutes avec, puis j'ai jamais eu autant la chienne d'échapper quelque chose ou peu importe de ma vie. Mais c'était important pour moi d'avoir accès à l'ordinateur. Sinon, j'ai pas mal joué à Animal Crossing, que je vais vous parler tantôt sur la Switch. J'ai commencé Parks and Rec, que j'avais jamais vu parce que je suis abonné à Amazon Prime pour avoir ma CPU plus vite. Puis là, j'ai vu qu'il était tout sur Amazon Prime. Fait qu'on a commencé hier soir. Bien aimé ça. Apparemment que c'est une super bonne émission à écouter présentement. Ça? Ben, moi, j'ai comme écouté une saison et quart, puis apparemment que c'est
une série que c'est à la 3e saison qu'elle commence à être bonne. Puis ça Ouais. Moi, j'ai vraiment trippé. En fait, moi, j'ai l'impression d'écouter The Office, mais au gouvernement. Là. Exactement c'est ça. fait par les mêmes gars. Fait que... Fait que, Ouais. non, Ben, c'est... la saison 1 est notoirement catastrophique. C'est moi, vraiment j'ai pas bon, là. trouvé Ils ça savent super pas. bon, la saison 1. Là. Ouais. Mais c'est pas complètement mauvais, c'est juste qu'ils ne savent pas encore exactement ça va être quoi cette émission-là. Puis l'émission mûrit bien. Mm-hmm. Je te dirais qu'à la 2e saison, ça commence déjà à pogner un rythme intéressant, mais la 3e, elle commence vraiment à être très, très bonne. Moi, la saison 2, il y a des personnages qui changent un peu. Puis, dans la transition de la saison 2 et la 3, ils se débarrassent du personnage de Mark Brendanawicz. Ça, Ouais. son nom? En tout cas, qui cadre absolument pas avec le reste du cast. Fait que toutes ces scènes dans saison 2, tout le reste est bon. Puis là, il y a des scènes avec Mark. Ça marche pas, là. Ben, déjà, dans saison 1, je me demande un peu ce qu'il fait là. Ouais, ça va être de même jusqu'à la fin de la saison 2. Puis à un moment donné, il va prendre l'autobus pour Mandeville. Puis on Merci va de tout me spoiler. C'est quoi les films que tu as vus cette semaine aussi, Barbu? Tu pourrais me dire la fin. Sinon. Non, mais c'est pour te donner une lueur d'espoir face à ce personnage-là. Ben, je veux dire, je m'en sacrais là. Il était juste pas pertinent. Mais ce sera pas la première fois que je vois un personnage non pertinent dans une série que j'écoute. Fait que je me disais pas. Sinon, j'ai finalement écouté Birds of Prey. Je sais pas, j'ai trouvé ça correct. Sans plus, je trouvais que. En fait, il y a une couple de choses qui m'ont gossé. Là, de base, j'ai beaucoup de difficultés avec toute l'action qu'il y a eu dans le film, puis qu'il se passe pas grand chose de plus. Genre que t'as même pas le bat-signal à demander. Pas obligé de mettre Batman, là, mais comme Chris Harley Quinn qui fait tout sauter, puis qu'il y a plein de monde qui se tire des balles dans Gotham City. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il n'y a pas minimum le bat-signal dans le ciel pour comme en signe de panique. J'ai trouvé ça. En fait, les personnages, à part le groupe de filles, là, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas super intéressants non plus. Mal joué. Zaz, j'ai pas trop. Puis Sionis, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire avec les personnages. C'était juste bizarre. Genre que Sionis a l'air de vraiment triper intense à la mode. Puis j'ai pas trop compris ce que c'était supposé d'apporter au film, quoi que ce soit. Puis j'ai pas compris non plus pourquoi Zaz a les cheveux bleachés, mais ça, je pense que c'est juste un élément qui me perturbait, moi. Mais en tant que tel, j'ai trouvé ça correct. Ça fait très différent des films de David Lynch que je suis en train d'écouter pour ma fin de session, où est-ce que j'ai juste le goût de m'arracher les yeux. J'avais un film à écouter hier, que c'est le premier film de David Lynch, que ça s'appelle Eraserhead, qui date de 77. Et je ne niaise pas, pour ceux qui comprennent la référence, c'est un épisode d'1h30 de Salad Finger. C'est genre juste Salad Finger, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme un dessin animé weird d'un gars avec des longs doigts en salade qui comme aime flatter des cuillères rouillées en faisant I like rusty spoon. Puis là, des fois, il se coupe, puis il est comme blood. Ben, c'est à peu près ça pendant 1h30 le film. C'est tellement creepy, là. Puis, ben, j'étais mal à l'aise pendant 1h30. Puis là, je suis en train d'écouter un film que c'est une des premières fois que je fais ça dans ma vie. J'ai coupé le film, j'ai décidé que j'allais finir demain parce qu'il me reste encore 1h30 après 1h30, que c'est interminablement long. C'est un film de David Lynch. Ouais. J'adore David Lynch, c'est ça mon point. C'est que c'est la première fois que je vois ces deux films-là. Puis là, je trouve ça interminable. Mais. Puis à côté de moi, je trouve ça super. Je trouve ça génial là, ce qu'il fait. C'est juste que quand il y a un silence de comme 2 minutes après qu'un personnage parle, puis que tu as un zoom sur sa face, puis qu'il se passe rien, je trouve ça long. Surtout quand le film dure 3 heures, c'est comme si tu coupais tous les silences, peut-être qu'il durerait juste 2 heures le film. Mais. Je te dirais que je pense que j'ai aucun film que je suis capable d'endurer de David Lynch. Puis en plus, il est responsable d'avoir massacré mon œuvre de science-fiction favorite après peut-être Star Wars. Puis on s'entend que c'est d'autres mondes qui se sont chargés de le massacrer, ça, Star Wars. Et c'est Dune. Oui, mais je sais pas si tu as vu. Peut-être que Dune aurait fonctionné si lui, il avait duré 3 heures, par exemple. Parce que non, parce que c'est le traitement de Lynch le problème.
C'est le fait Ben, qu'il comprend le pas. problème, Il comprend pas c'est de quoi qu'il parle. Sauf que David Le Lynch film, tient pas regrette debout. Dune et s'excuse constamment sur Dune en disant lui-même que c'est un film de merde qu'il a fait. Et, Fait que, tu sais, je et veux dire, que ça donne bien, on est admet- d'accord, là. Oui, mais Ouais. minimalement, il admet son erreur d'avoir fait ce film-là. Là. Ça rend pas le film meilleur. D'ailleurs, je suis surpris que Mathieu n'en ait pas parlé, mais il y a des nouvelles images qui sont sorties de Dune de Denis Villeneuve aujourd'hui, puis moi, je trouve que ça a l'air vraiment malade. Là. Je suis bien d'accord. Moi aussi, je suis assez hype par les images. Je trouve que le traitement, c'est tout ce qu'on peut juger en ce moment, c'est le traitement visuel que Villeneuve va faire du film. Là, mais je trouve ça super intéressant. Là. C'est prometteur, mettons. Ben, Sinon, ce que j'aime, c'est que, mettons, on voit Paul, on voit une photo de Paul avec son... Atréide avec son truc pour respirer, ben pour la sueur, là, je me sais plus c'est son quoi. Là. distille, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a l'air d'un habit du désert versus un saut en cuir noir. Là. Ouais. Puis, tu sais, au point où est-ce qu'on voit qu'ils n'ont pas oublié le masque, qu'ils n'ont pas oublié la cagoule qui va avec. Puis esthétiquement, ça a l'air de frapper les bonnes notes, qui est justement le désert mur à mur. Puis ça m'a rappelé aussi jusqu'à quel point la distribution de ce film-là n'a aucun maudit bon sens. Là. Oh, ça n'a pas de sens. Là. Non, sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que je joue de plus en plus à Tabletop Simulator, que je peux pas finir mon vidéo parce que mon ordi, je l'ai plus, mais qui marche sur mon laptop, par contre. Puis je suis encore surpris que vous l'ayez pas pogné, les gars. D'ailleurs, Barbu joue une première game ce soir. Ouais, faut décider c'est Tabletop quoi. Simulator? Ouais. Parce que j'ai vu des vidéos, puis j'ai fait, je vais tuer quelqu'un si je joue à ça. Ben, faut être patient, là, mais je veux dire, j'ai jamais autant joué à des board games que dans les dernières semaines. Là. Non, mais je pense que tu as fait le point pour moi. Il faut être patient. Fait que c'est pas mal ça. Mais on parlait de Dune puis de son casque, puis pour moi, puis d'ailleurs, je pense que c'est le temps d'avoir une... Peut-être pas là en nombre, mais on a promis depuis environ 8 mois qu'on était pour faire un podcast sur Dune. Il faudrait peut-être le faire, hein, messieurs. Mais c'est le casting de Duncan Idaho, moi, que je trouve très important, ceux qui connaissent la série. Parce que ça se peut qu'on le voit dans plus d'un ou 9 films. On n'est pas content que ça soit Jason, je vais mal le prononcer, mais Momoa, qui Une chance que c'est pas Ewan McGregor. Fait que je pense qu'on est prêt à ce que LP nous... Là, pour de vrai, je pense qu'on est prêt à LP nous parle de Final Fantasy VII, le remake de quand même un jeu de légende qui aura permis... moi, dans mon cas, c'est le Final Fantasy VII d'origine, qui est un des premiers jeux en 3 dimensions. C'est ce qui a fait que j'ai débarqué de Nintendo et que je me suis acheté une PlayStation à l'époque, quand j'avais 17 ans avec mon propre argent. Moi, à l'époque, je m'étais acharné sur le PC qu'on avait chez mes parents, essayer de faire fonctionner Final Fantasy VII version PC. Parce que il exigeait un processeur 166 MHz et j'en avais 133. Ça plantait tout le temps. C'était l'enfer. C'est un jeu classique et ce projet-là de faire ce remake-là aura, ma foi, eu plusieurs embûches. Puis parle-nous donc du résultat final, LP. Ouais. Ben, ça fait longtemps, je pense, que ça traîne. Là. En fait, ça date du lancement de la PlayStation 3. Si je me souviens bien, qu'au E3, il y avait eu un démo, dans le fond, qui était basé sur la scène d'ouverture de Midgard. Ouais. Donc, c'est ça. C'est sorti vendredi passé. Ça s'est stabilisé autour d'un cool 87 sur Metacritic, avec à peu près exclusivement des critiques positives, à part une qui est autour de 60. Donc, c'est un consensus critique assez favorable pour ce jeu-là. Moi, je suis rendu à 25 heures de jeu. J'ai joué sur PS4 Pro, donc je ne sais pas de quoi ça a l'air sur une PS4 classique. C'est 30 à 40 heures. En fait, ça suit la même séquence que Midgard au début. Donc, je suis rendu au stade où est-ce qu'ils ont éclaté la plate au-dessus du secteur 7.
Donc, j'approche là, de l'infiltration finale du building de Shinra. Ouais, OK. Donc, j'approche de la fin, mais je ne suis pas encore rendu là. Comment ils ont fait pour étirer ça? Parce que quand même, Final Fantasy VII, c'est un jeu qui dure 42 heures. Cette Ouais, à section-là, peu c'est près. peut-être un La 10. séquence de Midgard comme telle, dans l'original, dure 7 à 8 heures. Puis là, on est rendu à 40 heures. Donc, oui, ils ont approfondi plus qu'ils ont étiré la sauce, en fait, je dirais. Ah ouais? C'est-à-dire que, bon, juste le fait que toutes les interactions avec les personnages sont pleinement actées. C'est plus du texte, là. C'est toujours avec des voix puis des acteurs comme tels. Donc, c'est sûr que ça vient rajouter du temps, tout simplement. Puis aussi, on approfondit beaucoup, par exemple, pour aller dans la démo. Donc, la démo, c'est l'infiltration du premier réacteur. Mais tout de suite, on voit où est-ce qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté beaucoup de profondeur dans les interactions entre les personnages et, entre autres, avec les personnages secondaires qui t'accompagnent. Donc, Jesse, Wedge et Biggs, qui sont les 3 membres d'Avalanche qui t'accompagnent. Dans la version originale, essentiellement, c'était des personnages en carton-pâte dont on connaissait à peu près rien. Là, dans cette version-là, chacun a leur personnalité, ils développent des relations particulières avec les personnages principaux. Donc, on comprend un peu mieux qu'est-ce qu'ils font là. Donc, ça, c'est une des voies qu'ils ont fait pour approfondir. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont rajoutés aussi pour venir approfondir Midgard comme tel. Donc, par exemple, dans la première ville, tu vas vivre à quelque part qui a un landlord. Chacun des slums aussi est beaucoup plus vivant qu'il l'était dans l'original. Donc, tout ça, ça vient rajouter. Dans les éléments qu'ils ont rajoutés, dans 3 ou 4 points dans le jeu, il y a des séquences un peu plus mortes où est-ce que tu explores et il y a un certain nombre de side quests. C'est pas une grosse portion du jeu, heureusement, parce que c'est pas toujours des side quests très inspirés. Là. C'est des side quests. Là. Donc, va quelque part, tu quelque chose. Mais dans l'ensemble, ça contribue dans l'ensemble à mieux comprendre l'univers dans lequel on est et approfondir, dans le fond, la section de Midgard. Parce que en jouant et en rejoignant récemment, je pense qu'il y a 2 ans, l'original, Midgard dans Final 7, c'est une section qui, je trouve, passe assez vite. Des fois, on a l'impression dans l'original qu'ils passent à travers Midgard relativement rapidement pour arriver à la portion qui les intéresse, c'est-à-dire le reste du jeu. Alors que moi, j'ai toujours trouvé que Midgard, c'est la section la plus réalisée et la plus intéressante du jeu. Fait que là, vraiment, dans le remake, moi, je trouve qu'il suis pousse pas plus. entièrement d'accord. Ouais. Moi, c'était pas le bout que je trouvais le plus intéressant de Final Fantasy VII. Mais ça, c'était moi. Bon. T'as bien le droit. Bon. Moi, je trouve le fait que ça nous plonge vraiment dans un univers complètement qui nous est complètement extraterrestre. Un autre des éléments qui est le fun dans le remake, c'est le fait que, vu qu'on est en 3D, on est capable de mieux voir la stratification sociale dans Midgard entre ce qu'il y a en dessous de la plate, là où est-ce qu'on passe l'essentiel de notre temps, puis topside. Donc ça, la différence devient marquante assez rapidement. Et d'ailleurs, sur le plan de la présentation du jeu comme tel, visuellement, c'est extrêmement impressionnant. Les personnages sont tous très bien... En tout cas, les personnages principaux sont tous super bien réalisés. Même chose pour des ennemis. Les graphismes sont très bien réussis. Des fois, il y a des petits bugs, des textures qui ne chargent pas suffisamment bien ou des personnages secondaires aussi qui ne sont pas nécessairement super bien animés. Mais on voit que quand même, Square Enix a mis le paquet sur ce jeu-là pour qu'il soit impressionnant. Puis à cet égard-là, c'est très bien réussi. On a-tu un feeling que la PS4 est encore la bonne machine pour pouvoir faire ça ou qu'il a poussé un petit peu à la limite? Ils vont sortir une version HD quand la PS5 va sortir, j'ai l'impression. Parce que tout ce qui est en avant-plan, ça se passe super bien. Moi, je n'ai pas noté de ralentissement sur PS4 Pro. Ça se peut qu'il y en ait sur la classique, je ne sais pas. Moi, j'étais passé sur PS4 Pro il y a 1 an quand je jouais à Red Dead Redemption 2 puis j'avais l'impression que ma console allait fondre. Parce qu'il était mal optimisé dans la plus pure tradition des jeux de Rockstar. Oui, c'est des horreurs sans nom. On n'est pas surpris. Mais on sent qu'on est à la fin d'une génération pour le début d'une nouvelle. Fait que probablement que l'an prochain, ça va beaucoup bénéficier du passage vers la PS5. On n'a pas beaucoup de temps de chargement, par contre. Ça, c'est le gros gain qu'on est censé aller chercher sur la PlayStation 5. Ça va être dans le temps de chargement avec les nouveaux SSD. Ça, c'est pas trop un problème parce qu'on est dans Midgard. Hein. On n'est pas dans un open world tant que ça.
Donc, Ouais, c'est ça. On n'a même pas dépend du jeu. commencé à se promener dans la map. Là. On est tout le temps un Non, petit peu dans un train. Là. c'est ça. C'est très. C'est sûr, sur le plan de l'histoire et du gameplay, on est sur rail tout le long. À peu près, à part les séquences de side quest, là, on suit la même trame de Midgard. Donc, les 2 réacteurs. Puis, ça m'amène aussi à un des éléments qui pourrait inquiéter dans un remake comme ça, parce que c'est fait par un studio japonais, c'est qu'il n'y a pas toujours un bon track record sur ce genre de questions-là. C'est toute la séquence autour de Don Corneo, de Wall Market. Ouais. Fort heureusement, c'est bien réussi et c'est refait au goût du jour avec des sensibilités modernes. Je ne veux pas trop en donner, mais c'est bien fait. Ils ont rajouté du stock là-dedans aussi. Puis dans l'ensemble, c'est bien modernisé. On est à milieu de la séquence auquel tu es probablement en train de penser dans Persona 5. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu de Final Fantasy VII, là, LP parle d'une section où est-ce que c'est un pimp jusqu'à un certain point qui kidnappe un des personnages, Tifa, et on se déguise en femme pour aller Pour devenir une camoufle en prostituée, femme pour s'infiltrer. travailler. Et d'ailleurs, essayer de... elle n'a pas été kidnappée, c'est ce qu'elle fait à la base, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle essaie de se faire passer pour une prostituée pour réussir à infiltrer aussi. Pour essayer de comprendre c'est quoi les plans de la Shinra par rapport à Avalanche à ce stade-là. À ce stade-là de l'aventure. D'ailleurs, ce qui me fait penser, le temps qui est passé de plus aussi dans ce jeu-là sert à approfondir certains des personnages. À mon avis, un des personnages qui en bénéficie, c'est Tifa. Je trouvais qu'il était un petit peu négligé par moment dans le jeu original. Là, on a plus de temps avec. On a plus de temps avec chacun des personnages principaux aussi qu'on a à date. Là. Donc, c'est-à-dire, à ce stade-là, c'est un quatuor avec Barrett, Aerith et Cloud. On a plus de temps avec chacun des personnages pour mieux les développer qu'on avait dans l'original. Ouais. Ben, sur le plan Tifa, on lui donne un peu un rôle de marde pendant tout le jeu. Parce que c'est comme l'intérêt amoureux. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est ça. Il n'y a pas d'autre manière de dire. C'est clairement la third wheel. Ouais. Puis c'est comme l'intérêt. Elle sert plus à avancer l'histoire qu'à être une actrice comme telle dans l'original. Là, elle a davantage d'agentivité, là, pour parler en sociologue. Elle a une personnalité plus développée, puis c'est bien tant mieux. Elle fait quoi? Oui. Si je reste dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des reproches par rapport à la traduction qui était parfois un peu bizarre. Moi, je ne l'ai pas remarqué. C'est peut-être parce que mon cerveau est empoisonné par avoir joué à beaucoup trop de JRPG traduits, mais ça pourrait irriter certaines personnes. Il y a des traductions parfois un peu trop littérales du japonais, selon certains. Moi, je ne l'ai pas remarqué tant que ça. Quoi d'autre sur le plan de l'histoire? Une des craintes que j'avais aussi, c'est que dans le fond, on efface le côté un peu campy du jeu pour laisser la place carrément juste au côté sombre et grandiose de Final 7, alors qu'on est tout le temps dans l'équilibre entre les deux. Puis l'équilibre, jusqu'à présent, je trouve bien conservé. Il y a tout le fait que une méga corporation qui est en train de tuer la planète. Mais d'un autre côté, c'est aussi un jeu où est-ce qu'on se bat contre ce que nos téléspectateurs ont pu voir tantôt. C'est un jeu où est-ce qu'on se bat contre une immense maison qui tire des chaises puis des roquettes. Donc, et c'est aussi un jeu où est-ce que plus tard dans le jeu, on va avoir un slap fight sur un canon. Donc, il ne se prend pas toujours au sérieux. Puis ça, dans l'adaptation, ça aussi, c'est bien réussi. Comment qu'on a modifié le gameplay? Parce que je pense que c'est le turn-based classique, c'est pas l'option qui a été utilisée, à moins que je me trompe. Là. Non, il y en a une, apparemment, je ne l'ai pas essayé, je ne la recommanderais pas. C'est essentiellement, en fait, c'est que tu perds tout un plan du nouveau gameplay. C'est un action RPG qui tire davantage sur l'RPG. C'est de ce que j'ai relu, parce que je n'ai pas joué à Final Fantasy XV récemment, c'est un gameplay qui ressemble au gameplay de Final Fantasy XV, mais qui est amélioré. Mais ça fait trop longtemps que j'ai joué à Final Fantasy XV pour faire la comparaison. Mais essentiellement, on va attaquer de manière régulière ou on va bloquer ou on va essayer d'éviter des attaques. Et
à partir de ce moment-là, chacun de nos personnages va avoir une jauge de tours qui va monter. Et c'est quand la jauge est remplie que là, on peut aller faire les actions particulières qui sont bonnes. Des attaques spéciales, la magie, utiliser des items, etc. Donc, c'est là qu'on reprend le côté RPG. Il y a quand même des décisions importantes à prendre dans chacun des combats parce qu'on ne peut pas, contrairement à ce qu'on pouvait faire dans Final Fantasy XV, on ne peut pas se guérir de manière illimitée en utilisant des items n'importe quand. Il faut vraiment utiliser un de nos tours pour faire ça. Donc ça vient changer les calculs dans le jeu. Y a-t-il encore le système de matérias dans le jeu? Parce que c'était quand même la méthode de progression du premier jeu des habilités. Oui, il est encore très présent. Il y a des petites modifications qui ont été apportées. Entre autres, tout ce qui est les summons, ça fonctionne différemment, mais sinon, le reste est assez identique en termes de progression. Donc, on a encore des matériaux de magie. Oui? Ce que j'ai remarqué sur le vidéo à Dave, c'est que l'arme de Cloud semblait pas être l'arme de base. Là, fait que l'arme a l'air de changer tout dépendant de laquelle tu es équipé. Puis il y a aussi il y a comme des rondes couleurs dedans. Là, fait que je me demandais là, si tu pouvais jusqu'à un certain point voir les sur ton arme. C'est ça, les matériaux. Les rondes couleurs, effectivement, c'est les matériaux. Tu as une sélection d'armes pour chacun des personnages. Un des éléments, parce que c'est Square Enix, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des systèmes dans des systèmes, dans des systèmes, dans des systèmes. C'est un peu leur marque de commerce. Donc là, on a un système de matériaux qui permet de faire une première personnalisation de chacun de nos personnages. À la base aussi, chacun des personnages en combat ont une identité plus forte que dans le set. Chacun des personnages se bat différemment. Puis je pense que vous le voyez dans le vidéo, en pesant sur triangle, on a une attaque secondaire qu'on peut utiliser. Donc, pour Cloud, on passe dans un mode où est-ce qu'on avance plus lentement, mais on frappe plus fort. Avec Tifa, on va faire des combos. Avec Barrett, on va essentiellement tirer plus fort, mais pour un bref moment. On n'a pas vu Aerys, je pense, se battre, mais elle va se battre à distance avec la magie. Ouais, en fait, c'est ça que on l'a vu. Ouais, elle pitch de quoi, justement, puis ça n'avait pas l'air de faire perdre de points de magie. Il se trouve que je regardais par hasard à ce moment-là, c'est MP. Ben, c'est ça. Elle va lancer à distance des attaques régulières de magie qui contribuent à faire monter sa jauge de tour. Donc, en plus de la personnalisation avec les matériaux qu'on connaît déjà, qui est déjà un système assez complexe, on rajoute par-dessus ça un système de personnalisation des armes. Donc, assez rapidement, on va en avoir des nouvelles et chacune des armes a un profil de progression où est-ce qu'on dépense des points pour être capable d'avancer dans chacune de ces armes-là. Donc, dépendamment des choix, tu pourrais décider d'avoir plus de puissance dans ton arme ou aller chercher un bonus de magie, avoir plus de slots de matériaux. À date, j'ai, je pense, 4 armes par personnage. J'imagine qu'il va peut-être en avoir une 5e qui va se greffer. Puis chacune, tu peux les monter différemment. Donc, tu peux avoir une arme qui est plus spécialisée magie, une autre qui est plus spécialisée défensive, une autre qui est plus spécialisée attaque. Okay. Et c'est possible de les changer en cours de route aussi, ces personnalisations-là pour les armes. J'ai la question qui tue aussi. Oui. Ah, excuse-moi, en fait, je pensais que tu avais fini. Non, en fait, non. Mais en fait, je pense que le bout qui reste à aborder dans le système de combat, c'est le fait que... Ben, vas-y. Non, mais je pensais que tu avais fini de répondre à la question de charme. Je me doutais bien que tu n'avais pas fini. En fait, je me demandais si tu considérais que ça valait la peine au prix qui est, ou si... parce que, tu sais, tu disais que, voyons, il y avait peut-être 30-40 heures. Est-ce que tu considères que ça vaut la peine malgré ça? T'en aurais-tu demandé plus? Moi, je dirais 30-40 heures pour un jeu fortement orienté histoire, parce que je pense, c'est vraiment la réalisation des ambitions cinématiques de Square Enix par rapport à Final Fantasy VII. Là. Donc, puis on le voit qu'ils n'ont pas lésiné, mais pas du tout sur la production. Donc, le fait d'avoir un jeu comme ça à 40 heures, je trouve que c'est une très bonne valeur. Là. Okay. 40 heures, c'est un bon temps de jeu vidéo. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même peu de répétitions. Le système de combat, là, je parlais d'une mécanique, mais fondamentalement, il est le fun. C'est juste qu'il faut laisser. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser parce que c'est relativement unique. Là. C'est un mélange c'est un mélange d'un système d'action plus actif avec des menus de RPG traditionnels. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui se passent.
par moment, même, ça peut être un petit peu déroutant, surtout au début, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu gères en même temps. Il faut que tu gères tes attaques, tes blocs, il faut que tu gères tes choix d'action, puis il faut que tu gères le fait que tu peux avoir jusqu'à 3 personnages de ton bord en même temps que tu peux aller choisir on the fly pour aller faire des actions avec eux. Donc, c'est un système de combat qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser parce que de prime abord, il est quand même relativement complexe. Il faut prendre le temps de bien le maîtriser. Je dirais qu'après, le jeu, il t'ardonne quand même au début, mais après 10-15 heures, les combats deviennent quand même relativement costauds. On s'en tire généralement, mais c'est pas au mode de difficulté normal, c'est pas une marche en parc. Là. C'est quand même, il y a quand même un niveau de difficulté qui est le fun. Ouais, apparemment qu'un des enjeux, c'est que le mode easy est trop easy. Ouais, moi, à date, là, je suis resté exclusivement à normal. J'ai pas de problème avec ça, mais je suis assez expérimenté dans les RPG, dans une moindre mesure dans les jeux d'action aussi. Donc, je peux pas dire s'il manque un niveau de difficulté entre easy et normal. Il y a aussi le mode de difficulté classique, où est-ce que tu fais juste gérer les menus. Ça, je ne l'ai pas essayé, puis je ne le recommanderais pas parce que c'est vraiment un bout complet du jeu qui te manque. Là. Carrément, là, en termes de système de combat. Donc, to each his own, mais moi, je ne le recommanderais pas. Mais dans l'ensemble, oui, je trouve que c'est une super de bonne valeur comme jeu. Moi, ça va certainement... C'est un des bons jeux auxquels j'ai joué dans les dernières années. Ça va certainement être dans mes coups de cœur de l'année. Là. C'est difficile de traduire jusqu'à quel point, quand tu commences ce jeu-là, jusqu'à quel point tu es embarqué rapidement, juste par le fait que très bien refait la séquence initiale. Puis le premier réacteur aussi, tu rentres tout de suite dans l'action. Ouais, ben, ce qui n'est pas toujours le cas avec les jeux Square Enix. Des fois, ils niaisent avec le ballon pendant 5-10 heures avant de vraiment t'embarquer dans l'action. Là, tu pars tout de suite. Là. Ouais, mais fondamentalement, sa force va ressembler à la force du jeu d'origine. Ouais, jusqu'à date, oui. C'est sûr que, mais sur le plan de l'histoire, sur le plan de la trame narrative, à date, ça n'a pas changé essentiellement. Ils ont rajouté du stock, ils ont approfondi. Je pense une des analogies qu'il y avait dans la critique de Kotaku, c'est si Final Fantasy VII classique, c'est ton plan de rédaction, ben, le remake, c'est ta thèse de doc, là, en termes de profondeur. Okay. Est-ce que donc, moi, oui, là, quelqu'un qui a une PS4 devrait sauter là-dessus. Là. Moi, j'allais rajouter, est-ce que c'est un jeu qui est construit essentiellement pour les fans de la série et du jeu original? Est-ce que c'est un jeu qui a été construit pour les gens nostalgiques ou est-ce que quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué à la franchise, qui ne joue pas beaucoup à ce type de jeu-là, pourrait embarquer dedans et être très préparé? Je dois dire que je suis un peu trop un fan pour me positionner là-dessus. Même si Final 7, c'est pas mon préféré dans la série. C'est quel plus un ton... gars d'FF6, mais je suis un fan d'RPG en général. Mais je pense que quelqu'un qui serait nouveau à la série aurait du fun. Puis ça n'a pas... Je pense à des suites, admettons, ou à des reboots où est-ce qu'ils vont te donner plein de clins d'œil de référence à... Tu te souviens comment est-ce que c'était le fun dans le temps, là? Ouais. Mais ça, tu l'as pas vraiment parce qu'en fait, ils te l'ont refait carrément. Là. Okay. Donc, c'est pas... tu n'as pas nécessairement cet irritant-là que tu vas avoir dans un prequel, là, comme tu peux avoir dans un prequel ou dans une suite. Là. Donc ça, je pense, pour quelqu'un qui est nouveau, ça peut être une accroche aussi pour, après ça, aller vers le jeu d'origine. Ouais, OK. Qui est un peu rough visuellement en 2020, par exemple. Oui. Mais celui-là, je l'avais rejoué il y a 2 ans, et le fait qu'ils ont rajouté une fonction fast-forward, là, c'est un game changer. Les jeux 3 dimensions de cette époque-là, moi, je trouve qu'ils sont pratiquement moins supportables que les jeux de 2 dimensions antérieurs. Les balbutiements des jeux de 3 dimensions, je les trouve absolument atroces et insupportables OK, j'avais à compris le regarder. contraire. Non, ben, les jeux 2D, que tu sais, ben, oui, c'est un peu plus pixelisé, mais fondamentalement, tu sais, c'est un peu les mêmes dessins. Là. Ouais,
Je sais que pour les joueurs PC, il y a Genre des Final modes qui Fantasy sont 3 disponibles. Super Nintendo, tu le préfères que Final Fantasy 7, admettons. Côté graphique. Maintenant, on s'entend. Oui, non, Final Fantasy VI, il se tient encore aujourd'hui Ouais. sans problème. Versus Mais Final pour les 7 à joueurs, l'époque, quand il est sorti, c'était de shit, là, on s'entend, là, mais maintenant, je trouve ouais, que c'est mais insupportable. chaque personnage a quoi, 8 polygones à peu près, là. Ça paraît, là. C'est quand même encore, t'as encore l'histoire des mécaniques qui sont le fun, mais ce qui est beaucoup associé à ces jeux de ce temps-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de lenteur aussi. Surtout quand tu arrives à la fin, que tu as le summon Knights of the Round, où est-ce que je pense qu'il prend l'animation prend 2 minutes à chaque fois. C'est une manière de le caster 8 fois une shot, là. Oui, ben c'était la seule façon de battre un des weapons, mais dans les nouvelles versions, il y a un bouton fast-forward. OK. Donc, si on résume, dans le fond, mon appréciation, moi, je trouve que c'est un incontournable, là, ce remake-là, pour quelqu'un, certainement pour quelqu'un qui a déjà joué ou quelqu'un qui est un amateur du genre, c'est sûr que c'est un incontournable. Pour ceux qui n'ont pas le référent culturel de Final Fantasy VII, j'aurais plus de difficultés à le dire, mais ça reste que c'est un jeu dont le gameplay est très intéressant. L'histoire demeure assez le fun dans l'ensemble. Visuellement, c'est assez impressionnant aussi sur le plan de présentation graphique. La musique aussi est toujours là aussi. Donc, ça serait chaudement recommandé. Hein. Ben, c'est bon, ça. Écoute, mec, quand je réussisse à sortir mon PlayStation de la quarantaine, je vais probablement me l'acheter. Parce qu'il est en quarantaine à Montréal pendant que moi, je suis en quarantaine à Québec. Fait on va dealer avec ça à un autre moment donné. Je pense qu'on peut passer à Mathieu ou à Dave. Je ne sais pas c'est qui des deux qui veut y aller. Votre call. Je peux y aller. Vas-y. C'est pas la première fois que je parle de la série The Magician, mais on est rendu à la 5e saison, puis ils ont annoncé la semaine dernière, il y a 2 semaines, au moment où ils ont diffusé le dernier épisode, ils ont annoncé que ça allait être la dernière saison, qu'elle n'était pas renouvelée. Donc, la série est comme clos maintenant. Moi, j'attendais tout le temps que la saison soit complètement terminée avant de switcher à l'écouter au complet puis embarquer dans la nouvelle saison. Ça s'est conclu à peu près 2 semaines, fait que j'ai pris un peu mon temps pour écouter la dernière saison, donc la série. J'ai bien aimé ça, mais ça reste que la série, ça paraissait quand même que la série s'en allait vers sa fin. Là. Tu regardes le nombre d'écoutes des épisodes, ça a quand même beaucoup chuté, fait que c'est jamais un bon signe pour une chaîne de télé qui fait de la diffusion, surtout avec le web maintenant qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de compétition pour les chaînes de télévision. C'est une série qui était diffusée par Sci-Fi Channel. Donc, c'est ça, les chiffres montraient que la série attirait moins de monde, mais même en termes d'histoire, sans voler des punchs de la 4e saison, ils ont quand même tué un personnage important dans la 4e saison. Fait que la 5e, mettons que ça se pourrait qu'en tant que fan, tu aies moins le goût de l'écouter parce qu'il y a quelqu'un qui n'était plus là dans la série. Ceci étant dit, l'histoire de la série est quand même intéressante. Je dirais que le plus gros problème de la 5e saison, c'est-à-dire, c'est l'antagoniste de la série. Il y a comme, c'est pas clairement défini c'est qui le méchant, puis même à la fin, tu finis par te rendre compte que c'était pas si clair que ça, c'était qui le méchant, puis c'était pas dans toutes les autres saisons, il y avait vraiment la série était un Donald Trump. Non, mais dans toutes les autres saisons de la série, c'était assez clair qu'il y avait comme une quête principale, il y avait un méchant, l'opposition était bien définie, puis c'était comme ça vraiment presque à toutes les saisons des séries passées. Puis là, cette fois-ci, c'était pas clair comme ça tout le long. Puis même à la fin, tu te dis, finalement, le méchant, c'était pas si intense que ça. Fait que ça aidait pas, mettons, à construire l'intérêt envers la série. Mais tout le reste de l'histoire était quand même super intéressant. Ils ont réussi à passer à travers le fait qu'un personnage important était plus là. Ils ont réussi à bien faire ce qu'ils font déjà très, très bien. C'est une série qui réussit très, très bien à faire des épisodes de Monster of the Week. Là. C'est une série qui fonctionne en 13 épisodes par saison. Chaque épisode, c'est une quête. Puis chaque quête constitue un tout qui est une quête principale qui commence là, au premier épisode puis qui finit au 13e. Ça, ils le font super bien. C'est super intéressant. Mais il n'y a rien dans la 5e saison qui m'a époustouflé contrairement aux saisons passées. Il y a tout le temps quelque chose que je faisais. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Dans la saison 4, il y a un épisode complet qui est
qui n'a aucun son parce que l'épisode est sous on suit en fait l'épisode sous un personnage qui est sourd. Fait que tu vois comme la perspective complète d'un personnage qui est comme... Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Je trouvais ça super intéressant. Mais ils n'ont pas fait ce genre de choses-là dans cette saison-ci. Il manquait un peu de feu, je trouvais, dans la série. Mais ceci étant dit, c'était très, très bien. Si vous ne connaissez pas la série de Magician, en gros, c'est un monde dans lequel on est un peu dans un Harry Potter pour adultes. Tu découvres que tu es magicien rendu à l'âge adulte, puis tu t'en vas à l'école de la magie comme si c'était l'université où tu allais faire ta maîtrise là-dedans. Puis tout est un peu plus intense, mettons, comme enjeu à gérer. Là. C'est un peu comme le 8e film d'Harry Potter, mais ce serait juste ça. Là. Dans le 8e film d'Harry Potter, il y a des gens qui meurent, il y a des situations vraiment intenses qui vivent, les émotions sont dans le tapis. Là, c'est pas mal ça. Là. C'est des enjeux d'adultes où il y a des personnages qui prennent de la drogue, qui boivent, il y a des gens qui meurent, il y a du monde qui se font violer. Il y a des gros, gros enjeux intenses. Puis ils deal avec ça, puis il faut qu'ils passent à travers ça. Il y a des gros enjeux aussi avec le fait que c'est pas juste la magie. Tout le temps, des gens plus... La magie, c'est supposé être l'affaire la plus puissante qui existe quand tu es un humain, mais là, ils vont rajouter un niveau de plus dans le fait qu'il y a des dieux dans cette série-là qui sont plus puissants que les magiciens. Fait que dealer avec des dieux, c'est jamais vraiment simple, puis c'est encore un peu le cas dans cette saison-ci. C'est ça, comme je disais, c'est pas complètement une mauvaise saison, mais c'est pas leur meilleure. Si vous connaissez pas la série, par contre, je vous encourage vraiment à débuter à la première saison puis d'embarquer là-dedans. Ça s'écoute super bien, c'est super intéressant, puis voilà, je pense que la série est disponible sur Amazon Prime. Peut-être pas la nouvelle saison qui vient de se conclure, mais il me semble que j'ai vu de quoi il n'y a pas si longtemps que ça. Pas mal ça pour moi. OK. Ou si vous avez des questions. Ouais, ben en fait, excusez, ça m'a pris trop de temps, mais j'essaie de trouver quel épisode exactement, en fait, tu nous en parlais pour pouvoir diriger les gens, mais je le trouve pas du tout. Je vais essayer de le chercher, puis, mais je me souviens pas par cœur c'était lequel non plus. Mon Wi-Fi va super bien, fait que... C'est sûr que c'est un peu plate parce que tu disais que tu avais apprécié la série. Puis le fait que ça termine un peu sur une queue de poisson. Narrativement, minimalement, ça termine dessus. As-tu l'impression de. Oui. Ça, ils l'ont bien fait. Je ne sais pas à quel point les producteurs de la série étaient au courant qu'il n'allait pas être renouvelé parce que je suivais des acteurs de la série sur les réseaux sociaux, puis il n'y avait pas personne qui avait parlé que c'était la dernière saison vraiment avant la fin. Fait que je ne sais pas à quel point c'était connu, mais au niveau narratif, ça se finit bien. Là. C'est pas en queue de poisson complètement à ce niveau-là. Ça finit, presque toutes les saisons se finissaient sur un cliffhanger pour nous donner vraiment le goût de revenir la saison suivante. Ouais. Là, ils ont comme mis un petit cliffhanger qui fait qu'il aurait pu avoir une 6e saison, mais c'est pas un cliffhanger qui fait que tu as le goût de voir... ça clôt quand même. Il n'y a pas de personnage qui est en suspens. Là. Exact. Souvent, l'avant-dernière saison est quand même assez difficile à arrêter parce que je ne sais pas si c'est le cas dans ce cas-là, mais ça avait été le cas, entre autres, pour The Americans. L'avant-dernière saison était bonne, mais ça reste que tu as toujours en arrière-plan le fait que c'est du setup pour la finale. Ouais. Donc, tu n'as pas nécessairement le payoff d'une dernière saison dans une avant-dernière saison. Ils sont souvent difficiles à aligner. Je ne sais pas si ça a été ça dans ce cas-ci. Non, c'était pas si pire que ça. Non, au contraire, la 4e saison était très, très bonne. Non, mais je veux dire la 5e, parce que ce que je comprends, la 5e, c'est l'avant-dernière. C'est la prochaine saison? C'est la dernière saison. C'est la dernière. Ouais, c'est fini. Là. OK. Non, c'est ça. Ils ont sorti la saison, puis rendus au 13e épisode, ils ont comme annoncé qu'elle n'était pas renouvelée pour une 6e. Puis ça se terminait là. Fait que c'est pour ça que quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, c'est plate si c'était pas prévu d'avance parce que ça pourrait finir un peu en queue de poisson. Mais finalement, c'est pas le cas. Il y a du matériel qui fait qu'il pourrait faire une 6e saison. Il y a assez d'éléments qu'on ne connaît pas encore exactement la conclusion finale, mais c'est pas assez pour qu'on ait... Il y a des saisons précédentes où on était vraiment sur notre siège. Là. Entre la saison 3 et la saison 4, tu es laissé sur ton siège en maudit. Écoute, à la fin de la saison 2, il n'y a plus de magie. Puis, ça finit qu'on n'est plus capable de faire de la magie. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça te laisse sur un... C'est pas un cliffhanger. Genre, exactement. Il y a eu la grève des scénaristes ou je sais pas trop. Fait que tout le monde perd ses pouvoirs. Ben, c'était un peu ça. Puis la saison 3, ça finissait... c'est ça, il y avait aussi un cliffhanger assez énorme où tu finissais. Tout ce qui pensait que ça finissait bien, ben, dans les dernières 10 minutes, tout a fini mal finalement. Fait que tu avais vraiment le goût de regarder la 4e saison. Mais là, c'est pas le cas. Là. Ça finit que tu peux quand même t'arrêter là, puis c'est correct comme ça.
pense que ça Fait fait le que, tour. Dave? David. ouais, ben je vais faire ça vite parce que ça doit faire à peu près 1 heure qu'on parle. Mais en gros, Non, en fait, je pense qu'il nous reste à peu près au moins 7-8 minutes. OK. Ouais. Mais non, en gros, j'ai joué à Animal Crossing qui est sorti, si je ne me trompe pas, il y a Mhm. 2 ou 3 semaines sur la Switch. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je me suis posé beaucoup de questions là, avant de jouer. Là, et je suis content parce que j'ai posé la question à une amie que je voyais beaucoup jouer. Tu sais. Je dis, c'est moi où ça ressemble un peu à Stardew Valley puis The Sims. Puis elle m'a envoyé un lien vers une entrevue qu'elle fait pour un podcast où ce qu'elle dit, c'est un mélange de Stardew Valley et de Sims. Fait que j'étais comme vraiment fier de ma shot. Mais en gros, l'histoire, c'est que tu te crées un personnage et tu acceptes de faire un voyage sur une île, en fait, d'habiter sur une île déserte avec un genre d'agence touristique qui est gérée par un raton laveur parce que l'entièreté des gens que tu croises dans le jeu, en fait, t'es seul être humain, puis c'est tous des animaux. Fait que tu arrives sur l'île, finalement, c'est pas désert, il y a comme 2 autres animaux, puis t'as comme qui ont accepté le même forfait, dans le fond, pour habiter sur cette île-là avec toi. Et tu te fais donner une tente, tu la poses où tu veux sur l'île et tu te fais dire Ah, by the way, tes frais d'avion, de transport, ta tente, ta location du terrain, ben, tu me dois, mettons, 50 000 $. Fait que là, t'es comme OK, fine. Fait que la dette, ben, l'exemple que j'ai donné, c'est Ah, ben c'est cool, tu as remboursé ta dette, mais t'es sûr que tu serais pas mieux dans une maison plutôt que dans une tente? Fait que là, tu fais Ah, ben ok, cool, donnez-moi une maison. Puis là, ils font Parfait, ben tu nous dois 100 000 $ à cette heure. Fait que là, à chaque comme étape que tu fais, si tu veux, sur Mhm. l'île, t'as tout le temps, en fait, une étape plus loin de remboursement à faire. Ça, c'est uniquement pour toi parce que plus tu vas avancer, en fait, dans les journées, plus tu vas avoir des objectifs à faire sur l'île en tant que telle. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire Hey, nous autres, on aimerait bien ça ouvrir un commerce je sais pas moi, un commerce de linge ou quoi que ce soit. Tu peux-tu nous aider? Fait que là, comme objectif, tu vas avoir de ramasser un certain nombre de bois, un certain nombre de minerais, etc., pour qu'eux autres puissent avoir leur commerce sur l'île. Et là, comme eux autres, ils ont leur commerce, ben là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire Ah, cool, ben notre commerce va sûrement être prêt dans 2 jours et les journées fonctionnent avec la réalité. Donc, pendant 2 jours dans ton jeu, leur commerce va être fermé, puis ils vont être en train de rénover leur commerce. Fait que 2 jours plus tard, tu vas avoir accès à plus de stock pour personnaliser ton personnage, pour personnaliser ton île, etc. Le Qu'est-ce que tu veux jeu dire est par comme les jeux sont connectés avec la réalité? Je pense. le jeu, en fait, c'est que, par exemple, aujourd'hui, dans mon jeu, à matin, quand je me suis connecté, je pense qu'il était 10 heures à peu près, ben, on était mardi à 10 heures. Si je me connecte là, il est mardi à 18h22. Quand c'est 2 jours, c'est 2 vrais jours. Oui, oui, c'est ça. Fait que Oui. moi, je trouve ça très malade, là, en fait, là. Puis, tu sais, ma blonde, je pense qu'elle rit un peu de moi parce que le matin, avec mon café, je suis comme très énervé de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur mon île. Fait que je me connecte à chaque matin en prenant mon café pour voir les nouveautés, puis comme les upgrades que j'ai participé, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y avait une journée où ce que c'est très dick là, comme jeu, dans le sens où ce que le raton laveur qui t'offre le forfait pour habiter sur l'île, à un moment donné, il vient te voir en disant Hey, pis c'est pas ton problème, là. C'est pour ça que je dis qu'il est dick, là. Il vient te voir en disant Hey, j'ai vendu 3 forfaits à 3 personnes, mais contrairement à toi, eux autres, j'aurais promis une maison, puis j'ai pas le stock pour construire des maisons. Tu peux-tu m'aider à construire des maisons pour eux autres? Fait que ça rembourse pas ta dette, mais tu trouves l'entièreté du stock pour qu'ils puissent faire construire les 3 maisons. Mais ça, c'est que ça attire plus de monde sur ton île, donc ça va débloquer plus de choses. Plus ton île devient grande, plus il y a de commerce, plus il y a d'événements, plus il y a d'activités. Puis ça, j'ai Mais trouvé ça tout est lié. Tu sais, je veux dire, tout est lié avec le passage du temps réel. exactement. Fait que c'est pas le genre de jeu, tu sais, c'est Pas un arrivé là, gros une jeu journée. de gros gamer, je comprends bien. Là. Ben, moi, à un moment donné, je pense que j'ai brisé le jeu là, parce que pendant 2, 3 jours, on m'expliquait qu'il se passait rien sur l'île parce que je pense que j'ai clenché trop d'affaires en même temps parce que j'ai passé une journée complète à ramasser des ressources, payer mes dettes, Mhm. puis comme avancer tous les bâtiments. Mais c'est essentiellement un jeu familial pour enfants là, Hmm. que je suis en train de Parce que moi, je briser, serais en train mais d'essayer de trouver l'horloge de ma Switch pour essayer de ben, en l'avancer fait, c'est d'un jour. possible. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça sur Internet. Moi,
trouve que ça enlève un peu aux chambres. Puis il y a une partie de moi qui est content qu'après 1 heure, j'ai fait le tour de ma journée, puis je peux passer à d'autres choses dans ma vie, puis pas juste comme passer à travers le jeu one-shot. Il y a aussi, dans le jeu, il y a des événements qui sont reliés à la réalité. Là. Donc, par exemple, des dernières semaines, on pouvait trouver des œufs de Pâques. Puis pour Pâques, il y avait un événement strictement lié à Pâques où ce que les œufs servaient un peu de monnaie. En fait, pour fabriquer du stock. Là. Puis ça, c'est très drôle là, parce que c'était le stock le plus laid de ma vie. Là. J'ai passé à 2 doigts de ne pas participer. Puis je l'ai juste fait les événements parce que je me suis dit, tant qu'à l'avoir, le jeu, m'a faire le jeu. Là. Mais une horloge en forme d'œuf de Pâques, c'était pas nécessaire à ma vie. Mais je l'ai fait pareil. Non, c'est vraiment le fun, là, mais je pense que c'est plus un jeu justement pour rester calme et se relaxer plutôt que justement, comme tu dis, pour un grand gamer là, qui veut vraiment clencher le jeu à 100%. Puis ce qui a de l'air sympathique aussi, mais j'ai pas réussi à le faire parce que ça n'a pas donné. Mais tu peux aller visiter aussi avec Nintendo Online les îles de tes amis. Je sais pas si tu peux aller voler leurs ressources ou quoi que ce soit, mais ça n'a juste pas donné que mes amis qui jouent étaient connectés en même temps que moi, fait que j'ai pas pu aller visiter leurs îles. Là. Puis, parce que c'est un immense vendeur, là, Animal Crossing. Là. Ouais. D'ailleurs, il y a comme pas un scandale, mais on attribue le fait que GameStop, qui est la grosse chaîne de vente de jeux vidéo physiques aux États-Unis, puis même il y a quelques franchises au Canada aussi, là, mais que GameStop se déclarait service essentiel pendant une semaine pour pouvoir continuer à vendre des jeux vidéo parce que justement, il à pensait cause d'Animal Crossing? Oui, parce qu'en gros, il ne voulait pas perdre l'argent à Animal Crossing, tu as tout compris. J'avais vu une nouvelle, mais j'avais pas lu, fait que je savais pas que c'était à cause de ce jeu-là. Animal Crossing puis Resident Evil 3, en fait, c'est leurs deux Ok. motivations principales. Tu penses, pour toi, c'est un jeu que tu dis, ah, mais achetez-vous une Switch pour jouer à ça. Là, on va dire, Ben, moi, en fait, ma liste de jeux pour laquelle on devrait s'acheter une Switch augmente de plus en plus. Je pense pas qu'on devrait s'acheter ce jeu-là. Normal. Là. Ouais, la Switch pour ce jeu-là spécifiquement, mais je pense que si on a une Switch, c'est un jeu qui vaut la peine. Si on aime encore une fois les jeux genre à la Stardew Valley, parce que on s'entend, c'est un style de jeu assez particulier, là, c'est pas tout le monde qui tripe c'est un jeu de gestion enfantin, un peu, c'est bon. Exactement. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, moi, ma blonde qui joue pas, ben, elle aime ça me regarder jouer. Sur le, il y a Judith qui était déjà venue à l'émission qui disait que elle a regarder le monde jouer, mais là, elle regarde la fille de son chum jouer, genre, quand elle joue. Puis là, j'y explique comment jouer en multijoueur, puis elle était supposée d'essayer de jouer avec sa belle-fille, tu sais. Parce qu'en tant que tel, c'est un peu dans le même style que Minecraft. Dans le fond, tes objectifs dans le jeu, c'est les objectifs que tu te donnes toi-même, puis that's it. Fait que autant tu peux passer ta journée dessus que, comme je le disais tantôt, moi, ça me tentait pas tant de jouer aujourd'hui, ben j'étais content qu'il n'y ait pas tant d'événements aujourd'hui. Je me suis connecté, j'ai eu des messages, j'ai fait 2-3 cossins, puis après 15-20 minutes, ben j'ai arrêté de jouer aujourd'hui. Fait que tu gères ta vie, puis tu gères la vie de ton bonhomme. Exact. La différence, c'est que j'ai pas besoin de le nourrir. L'aspect Sims, en fait, l'aspect besoin n'est pas présent dans le jeu. C'est juste matériel. Fait que de ce que j'ai compris, si tu te connectes pas, par exemple, pendant 2-3 semaines, ça se peut genre qu'il y ait des cossins, genre les coquerelles qui apparaissent chez vous, ou je pense que les gens de ton île peuvent commencer à te faire des calls de ouais, on te voit plus, mais je suis pas mal sûr que c'est ça l'impact. Puis ça, de ce que j'en comprends, c'est le monde qui ont décidé de changer l'horloge de leur Switch. Parce que c'est un compte d'épargne, fait que le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'ils mettaient de l'argent dans leur compte d'épargne. Ils faisaient passer, mettons, un an, puis qu'ils se revenaient, mais c'est comme si, dans le fond, ils n'étaient pas connectés pendant un an dans le jeu. Fait que c'était pas mal ça. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, c'est parce que je vois qu'il reste... il reste peu de temps à notre enregistrement Zoom. On est en train de buster pour, surprise, le timer de Zoom. On est dû pour la version payante, je crois, la semaine prochaine. Non, je pense que ça fait le tour, Dave. Ben parfait. Toi, je pense que tu n'avais pas de sujet que tu disais? Non, je pense qu'on a une bonne émission pour tout le monde à écouter. Ben avec parfait. Ce qu'on a déjà. Ben bonne semaine. Merci les gars. Merci LP d'être passé cette semaine. Ben, j'espère qu'on va t'en revoir. Merci d'avoir été notre cabaye de assez final. décousu. Non, c'était excellent. Ben oui. Ben, il me reste 15 heures.
En fin de semaine prochaine, ça devrait être fini. Là. Parfait. Ben, merci, Merci, salut les gars. les gars. Ciao.